Elle et lui. Ils sont nomades. À la seule ville de Paris, ils accordent un mois. Pour Berlin, Vienne, Naples, Madrid, Pétersbourg et autres capitales, ils se montrent avares. À Paris, ils se trouvent presque chez eux. Pour eux, Paris, c'est la capitale, la résidence, tandis que le reste de l'Europe n'est que province ennuyeuse, incohérente, que l'on ne peut regarder qu'à travers les stores baissés des grands hôtels ou du haut d'une avant-scène. Ils ne sont pas vieux, mais ils ont eu le temps de visiter 2 ou 3 fois toutes les capitales européennes. L'Europe les ennuie maintenant, et ils ont commencé à parler d'un voyage en Amérique dont ils parleront jusqu'au moment où on les persuadera que sa voix ne vaut pas d'être entendue des 2 hémisphères. Il est difficile de les rencontrer. Dans la rue, on ne les voit pas parce qu'ils se déplacent en calèche. Ils se déplacent quand il fait noir, le soir et la nuit. Avant dîner, ils dorment. Ils se réveillent généralement de mauvaise humeur et ne reçoivent personne. Ils ne reçoivent que par intervalles à des moments indéterminés dans les coulisses ou à souper. On peut la voir sur des photos à vendre, mais sur les photos elle est belle. Or, elle n'a jamais été une beauté. N'en croyez pas ces photos, c'est un avorton. La majorité la voit sur la scène, mais en scène elle est méconnaissable. Le blanc, le rouge, l'encre de Chine et les cheveux d'autrui couvrent son visage comme un masque. Au concert, c'est la même chose. Quand elle joue Marguerite, elle, qui a 27 ans, qui est ridée, gauche, avec un nez couvert de taches de rousseur, elle a l'air d'une svelte et ravissante fillette de 17 ans. En scène, la personne à qui elle ressemble le moins, c'est elle-même. Si vous souhaitez les voir, il faut obtenir le droit d'assister aux dîners qui sont donnés en son honneur ou qu'elle donne quelquefois elle-même avant de quitter une capitale pour une autre. Obtenir ce droit n'est facile qu'à première vue. Quant à parvenir jusqu'à la table servie, cela arrive aux élus seulement. Parmi eux, les critiques, les débrouillards qui se font passer pour critiques, les chanteurs, chefs d'orchestre et maîtres de chapelle indigènes, les amateurs et connaisseurs aux calvities gominées qui ont réussi à devenir des habitués du théâtre et les picassiètes redevables à l'or, à l'argent, à la parentèle. Ces dîners ne sont pas ennuyeux. Ils présentent un intérêt pour quiconque les observe. Cela vaut la peine d'y assister 1 ou 2 fois. Les gens connus, parmi les dîneurs il y en a beaucoup, mangent et parlent. Ils se tiennent négligemment, le cou d'un côté, la tête de l'autre, un coude sur la table. Les vieux piochent même entre leurs dents. Les gazetiers occupent les chaises les plus proches de sa chaise. Ils sont presque tous ivres et la traitent de manière fort dégagée, comme s'ils la connaissaient depuis 100 ans. 1 degré de plus et ce serait de la familiarité. Ils plaisantent à voix forte, ils boivent, ils s'interrompent les uns les autres, sans oublier de dire pardon, prononcent des toasts fracassants et manifestement ne craignent pas de se rendre ridicules. Certains, se courbant par-dessus un coin de table avec des airs de gentleman, baisent sa menotte. Ceux qui se font passer pour des critiques conversent d'un air sagace avec les amateurs et les connaisseurs. Les amateurs et les connaisseurs se taisent. Ils envient les gazetiers, sourient aux anges et ne boivent que du rouge, lequel est particulièrement bon à ces dîners. Elle, la reine du dîner, est habillée avec une simplicité horriblement chère. Un gros diamant cligne à son cou sous une bordure de dentelle. À chaque main, un bracelet massif et lisse. La coiffure est au plus haut point indéterminée. Elle plaît aux dames, elle déplaît aux hommes. Le visage, lui, répand sur toute la confrérie des dîneurs le plus large des sourires. Elle sait sourire à tous en même temps, parler avec tous en même temps, faire de gentils signes de tête. Chaque dîneur obtient un hochement. Regardez son visage, il vous semblera qu'elle n'est entourée que d'amis et qu'elle nourrit les dispositions les plus cordiales à leur égard. À la fin du dîner, elle fait cadeau d'une photo à certains. Sans quitter la table, elle écrit au dos de la photo le prénom et le nom de l'heureux récipiendaire et elle signe. Naturellement, elle parle français,
mais à la fin du dîner également d'autres langues. Son anglais et son allemand sont mauvais jusqu'à en être ridicules, mais elle sait rendre charmants ses défauts même. D'une façon générale, elle est si charmante que vous oubliez pour longtemps qu'elle est hideuse. Et lui, le mari d'elle, il est assis à 5 chaises plus loin. Il boit beaucoup, il mange beaucoup, il se tait beaucoup, il roule de petites boules de mie de pain et relit les étiquettes des bouteilles. À regarder sa figure, on sent qu'il n'a rien à faire, qu'il s'ennuie, qu'il n'a pas d'énergie, qu'il en a marre. Il est blond avec une calvitie qui dessine des petits sentiers sur sa tête. Les femmes, le vin, les nuits blanches et ses vagabondages à travers le monde ont tracé des sillons sur son visage et y ont laissé des rides profondes. Il a 35 ans, pas plus, mais il fait davantage. Son visage a l'air d'avoir été trempé dans le kvass. Ses yeux sont bien, mais ils expriment la paresse. Jadis, il n'était pas laid, il l'est devenu. Ses jambes sont arquées, ses mains terreuses, son cou velu. Grâce à ses jambes torses et à sa démarche bizarre et singulière, en Europe, on l'a surnommé curieusement « calèche ». Avec son frac, il rappelle un chouka mouillé à la queue sèche. Les dîneurs ne le remarquent pas, il leur rend l'appareil. Si vous réussissez à participer au dîner, regardez-les, ces époux, observez-les, et dites-moi ce qui a uni et ce qui unit encore ces deux êtres. En les regardant, voici ce que... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.